Je passe maintenant la parole au docteur Yochanan Manor, qui est le premier Israélien à avoir été admis en 1965 à l'ENA, l'École nationale d'administration à Paris, à titre d'Israélien. Oui. Il dirige aujourd'hui le centre de surveillance du contenu des livres scolaires dans le monde arabe, riche en racisme anti-israélien, anti-juif et anti-sionisme. Il a rempli pendant de nombreuses années d'importantes fonctions à l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale. Nul mieux que lui ne peut tracer pour nous un tableau dynamique des relations entre Israël, l'État des Juifs israéliens et l'État des Juifs à travers le monde. Yochanan, tu as été présenté au programme comme politologue. Permets-moi d'y ajouter le titre peu usité de judéologue. Merci Yoël. Tout d'abord, je ne suis pas le président de ce que tu as nommé, mais c'est un organisme de recherche, une ONG que j'ai. C'est le président? Oui, non, je suis président d'honneur maintenant, que j'ai fondé il y a quelques années, qui a changé de nom, qui à l'époque s'appelait CMIP, je ne dirige plus, et qui maintenant s'appelle Impact-SE, qui est une ONG extrêmement active, qui est présidée à l'heure actuelle par Hélène Bornstein, c'est elle la présidence, et je n'en suis que le président d'honneur, mais c'est vrai que c'est un organisme, un institut qui est spécialisé dans l'analyse du contenu des manuels scolaires de tous les pays de la région et même au-delà. C'est-à-dire que nous avons étudié non seulement ceux des Palestiniens, mais ceux des Égyptiens, de l'Arabie saoudite, de l'Iran, de la Turquie, de la Tunisie, de l'Arabie, je l'ai dit, et également en France, c'est en train de se faire actuellement, c'est le programme actuel, mais auparavant, entre-temps, nous avons fait également toutes les écoles musulmanes des États-Unis et du Canada. Donc voilà, voilà qu'est-ce qu'a fait cet institut, et je n'en suis plus le président, je ne suis que le président d'honneur. Juste une mise au point. Maintenant, sur le fond du sujet. Sur le fond du sujet, je vais d'abord être court, m'en tenir à... Micro. Je ne parle pas pour le moment. M'en tenir tout simplement au temps qui m'a été imparti, c'est-à-dire 20 à 25 minutes. Alors, État juif... État juif ou État des Juifs? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous rappeler comment Herzl considérait le sionisme politique qu'il inventa et en quoi il différait des multiples retours à Sion qui l'ont précédé depuis près de 10 siècles. Car jusqu'à Herzl, il y a eu des retours à Sion qui ont duré tout au cours des 10 siècles écoulés avant qu'Herzl apparaisse sur la scène de l'histoire. Alors, pour vous donner l'ambiance dans laquelle Herzl a conçu le sionisme politique, il a inventé le sionisme politique, je voudrais vous lire 4 courts extraits de son discours à Bâle, le 29 août 1897. La phrase qui inaugure son discours est formidable. Le sionisme est le retour au judaïsme précédant le retour au pays d'Israël. Le sionisme est le retour au judaïsme précédant le retour au pays d'Israël. Deuxième élément dans son discours, déjà, le sionisme a réalisé quelque chose de remarquable, qui auparavant était tenu pour impossible. L'union étroite entre les éléments les plus avancés du judaïsme et ses éléments les plus conservateurs. Il s'agissait des rabbins. Ensuite, une autre courte citation. Le sionisme, c'est l'aide mutuelle des Juifs. Elle offre une issue qui permet d'éluder toutes ces multiples difficultés, ces difficultés multiples et bizarres. Enfin, une nation doit s'aider elle-même. D'elle seule peut venir son salut. Si elle ne le fait pas, c'est qu'il n'y a pas de salut pour elle.
Et enfin, ce que nous demandons, nous autres sionistes, pour la solution de la question juive, car c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque, ce n'est pas une association internationale, mais une discussion internationale. Et pour clore, dans ce congrès, nous créons pour le peuple juif un organe qui lui a manqué jusqu'ici, mais dont il a un besoin urgent et vital, c'est-à-dire le Congrès national juif ou le Congrès national sioniste. Ça vous met dans l'ambiance. Je pense que c'est important, parce que pour Herzl, le but du sionisme, comme la résolution qui a été adoptée à la fin de ce congrès de Bâle, le but du sionisme, c'est de créer en Palestine, pour le peuple juif, un foyer garanti par le droit public. Il y a quelque chose derrière cette formulation bizarre. C'est ni droit international, c'est droit public. Mais ça, je ne vais pas développer, je vous le dirai si ça vous intéresse, pourquoi ça a pris cette formulation. Donc l'objectif du sionisme politique, c'est de réaliser par des moyens politiques ce qui a été formulé, à savoir créer pour le peuple juif un foyer garanti par le droit public. Et le Congrès national, le Congrès sioniste, il a pour tâche, ce Congrès qui a été élu, a pour tâche d'agir pour obtenir cet objectif. Alors que les mouvements des amants de Sion et ses nombreux prédécesseurs, parce qu'il y a eu j'en ai compté une vingtaine d'aliotes, entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle, il y a eu 30 aliotes dont on ne mentionne jamais. Des fois, 100 fois plus importantes que les aliotes, la deuxième alia, la première et la deuxième alia, des fois. Mais je n'ai pas entré en détail, ne vous inquiétez pas. Ses prédécesseurs, ils prônaient simplement le retour des Juifs à la terre d'Israël, à la terre des ancêtres, sans attendre la venue du Messie. Parfois, oui. Nous savons très bien qu'à Shabbat HaItzvi, c'était un mouvement de masse de plusieurs centaines de milliers de Juifs. Et sans autre préoccupation, notamment sans se préoccuper ni de droit, ni de l'aval des nations. Ma réponse donc à la question État juif ou État des Juifs sera un État pour les Juifs et pour la nation juive, reconnu comme tel par le droit international, base de son indépendance et de leur liberté fondamentale. Alors maintenant, le sujet qui m'a été demandé, c'était les relations Israël-diaspora. Je distinguerai deux périodes, l'une qui va de 1948 à 1978, c'est-à-dire de la création d'État d'Israël au traité de paix avec les Juifs. Ça a été évoqué. La seconde période va de 1978 à nos jours, c'est-à-dire de la première intifada et Elon Moreh à Tag Mechir, Douma et Dawashbe. Pendant la première période, on constate une certaine distance, pour ne pas dire un quasi-divorce, entre Israël et la diaspora. Certes, la diaspora est bouleversée par la création d'État d'Israël et éprouve un intense sentiment d'identification avec lui. Mais malgré ces forts sentiments et ces émotions, malgré la Shoah aussi, l'immense majorité des Juifs des pays libres, je ne crois pas de la Russie, l'Union soviétique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe occidentale, préféreront rester en diaspora. Ils préféreront, je cite, un destin subi à un destin dominé, selon la formule d'André Malraux. Je vais y revenir. C'est sans doute que la diaspora était sceptique, très sceptique, sur l'avenir et la viabilité de cet État miraculé. Elle préféra s'occuper d'elle-même et de sa propre survie et ne s'engagera que de façon fort limitée pour assurer la survie d'Israël. Par exemple, au plan de l'Aliyah, à part les 4 années d'immigration massive qui ont suivi la création de l'État d'Israël, au cours desquelles plus de 170 000 Olim sont venus en Israël chaque année, entre donc 1948 et 1952, qui pour la plupart étaient des personnes déplacées sans foyer ou des rescapés des camps.
l'Aliyah, à part cette période-là, a oscillé entre 18 000 juifs jusqu'à le maximum dans cette période de 1948 à 1978 de 57 000. Au plan financier, à part l'énorme aide financière fournie entre 1948 et en 1949 par les Juifs des États-Unis et du Canada, respectivement 150 millions de dollars et 102 millions de dollars pour ces 2 années, soit plusieurs pourcents du produit intérieur brut de l'État d'Israël de l'époque, soit plusieurs pourcents, je pense que c'est 6 à 7%. L'aide du monde juif ensuite a rapidement décliné et est devenue moins de 1% du PIB en 1960 et moins de 0,1% en l'an 2000. La guerre des 6 jours estompera pour un temps les doutes de la diaspora sur la viabilité d'Israël et sa capacité à survivre à l'hostilité, au harcèlement et au boycott arabe. Mais ils referont surface après celle de Kippour. De son côté, Israël, pendant cette période, mettra en question la raison d'être de la diaspora, dès lors que la loi du retour de 1950 permet à tout juif qui le souhaite d'y accéder librement et sans aucune entrave. Israël contestera l'existence de la diaspora et s'engagera dans sa négation et son refus, ce qu'en hébreu on appelle Shilat HaGalut, qui d'ailleurs a été élargi au concept de Shilat du comportement galoutique, le refus du comportement galoutique des Juifs. Israël va donc opposer à la diaspora à son comportement comme société souveraine de Juifs libres, agissant pour sinon dominer leur destin, selon la formule empruntée à Malraux, mais au moins pour le bâtir et le régir et non pour le subir. Dès sa création, l'État d'Israël va montrer où est la différence entre destin subi et destin régi. À la fin de 1948, alors qu'Israël a désormais la capacité militaire de s'emparer de Jérusalem-Est et de toute la Cisjordanie, Ben Gurion décide de ne pas le faire. Et voilà l'explication qu'il donne lui-même. Je cite, « Tsahal peut conquérir tout le territoire entre le Jourdain et la mer. Mais quel État aurons-nous ? Nous aurons un Parlement avec une majorité arabe. Entre l'intégrité du pays, Shlemut Haaretz, ou un État juif, nous avons choisi un État juif. » Il en sera de même en 1967, plus précisément le 19 juin 1967. C'est une date mémorable, une date au cours de laquelle le gouvernement israélien a pris une décision de taille, à savoir, à l'époque c'était un gouvernement d'union nationale qui comprenait Menachem Begin, à savoir de proposer aux pays arabes de conclure un accord de paix en échange de la restitution de tous les territoires saisis par Israël entre le 5 et le 10 juin 1967. Non, pas sauf Jérusalem. Tout y a marqué dans cette résolution tous les territoires saisis par Israël entre le 5 et le 10 juin. Entre parenthèses, ce texte est accessible maintenant. La réponse des pays arabes à cette honnête proposition est survenue 3 mois plus tard, le 1er septembre 1967, à la suite de la conférence de la Ligue arabe à Khartoum. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec elle. En général, les traductions inversent l'ordre des choses. Mais ça, j'ai été voir sur le texte en arabe et c'est ce qu'il dit. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociation avec elle. Face à ce refus général et à la volonté de revanche du monde arabe, Israël va prendre la décision d'établir des points d'appui et des points de peuplement. Je ne dis pas Itnachlout, je ne dis pas agglomération, je ne dis pas colonie, je dis point de peuplement, c'est bien commode. Pour densifier son dispositif défensif sur le Golan, dans la vallée du Jourdain, dans le Sinaï, à Hebron, dans le Gush Etzion, à Mevochoron, près de la Troune, et dans la bande de Gaza. Et en prenant bien soin de ne pas les placer au cœur de zones arabes densément peuplées.
Après le traumatisme provoqué par la guerre de Kippour, une poignée d'affiliés au Mafdal, le parti national religieux, vont s'organiser pour mettre fin à cette stratégie d'établissement et de peuplement pragmatique, commandée au premier chef par des considérations militaires et non par des considérations mystiques et messianiques. Ainsi sera créé Gush Emunim, au kibbutz Kfar Etzion en février 1974. C'est à cause du traumatisme de la guerre de Kippour. Le document fondateur de Gush Emunim déclare que sa mission est de provoquer, je cite, un réveil spirituel majeur dans le peuple juif pour réaliser pleinement la vision sioniste conforme au judaïsme et à l'héritage juif, à savoir la rédemption totale du peuple juif et du monde entier. Et du monde entier. Comment? En peuplant toute la tête d'Israël. En peuplant toute la tête d'Israël. Fin de citation. De façon pratique, il s'agit de forcer le gouvernement à changer de politique et d'établir des points de peuplement au cœur même de la Judée et de la Samarie, afin d'empêcher coûte que coûte leur éventuelle restitution dans le cadre d'un règlement de paix. L'action emblématique de ce mouvement a été la création d'un point de peuplement au cœur de la Samarie, à quelques kilomètres à l'ouest de Shrem, qu'on appelle Naplouse aussi, la principale ville de Samarie. Et le gouvernement dirigé par Yitzhak Rabin à l'époque s'est opposé à ce projet et déjouera plusieurs tentatives d'implantation sauvage. Après la victoire de Likoud en 1977, le Gush Emunim va voir un Begin, un allié hors pair, pour faire prévaloir sa politique messianique de peuplement. Et en effet, Begin promettra qu'il y aura de nombreux Eilon Moreh. Pourtant, c'est le même Begin qui, peu après, dans le cadre des négociations avec Sadat, pour parvenir à un règlement de paix, acceptera pour la première fois de geler pendant 3 mois la création de nouveaux points de peuplement. Ce n'est pas Netanyahou qui a fait le premier, c'est la première fois, c'est Begin. C'est aussi lui qui s'opposera aux méthodes de Gush Emunim, d'agir sans l'autorisation du gouvernement, faisant fi de ses décisions tout tant que des lois, du droit et des décisions de justice. Et il s'illustrera par sa célèbre formule, Begin, Yesh Shoftim b'Yerushalayim. Il y a des juges à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il faut respecter les décisions de justice, notamment celles de l'autre justice. Voilà pour la première période. La seconde période, qui commence en 1978 à mon avis jusqu'à nos jours, bien sûr c'est toujours un peu artificiel de diviser les périodes, va de la première intifada à Tag Mechir et à ses avatars les plus insupportables, Douma et Dawabche. La diaspora, pendant cette période, va subir le contre-coup d'opérations lancées par Israël pour riposter à des actions menées par des organisations terroristes à partir du Liban, de la Cisjordanie, la première intifada, la seconde intifada, de la bande de Gaza en 2008, 2009, 2014. Toutes ces opérations qui vont, bien sûr, ces actions antiterroristes, qui vont contribuer à attiser l'antisionisme et l'antisémitisme partout dans le monde, notamment en Europe. Face à cela, une partie de la diaspora va se rapprocher d'Israël et s'investir via de multiples fondations dans toutes sortes de projets mettant l'accent sur différents sujets. Par exemple, sur le sauvetage de la terre d'Israël. C'est le cas de l'organisme Elad et qui a contribué à faire à mettre à jour l'archéologie, à appuyer l'archéologie qui met à jour la cité de David, ou c'est à Roma, ou bien mettant l'accent sur le règlement de problèmes sociaux ou de formation, c'est la fondation Rachi par exemple, ou bien d'autres qui mettent l'accent sur la consolidation de la démocratie israélienne, comme par exemple le Hamachon Demokratia, ou d'autres qui mettent l'accent sur la promotion de la paix entre Israéliens et Palestiniens, comme c'est le cas de la Fondation Saban, ou d'autres qui, au contraire, mettent l'accent sur la défense des droits des minorités, comme à Keren HaChadasha,
etc., etc. Ce que je vous cite là, ce n'est pas du tout exhaustif. Là, je dois en citer 6. Il y en a des centaines. Il y a des centaines de fondations juives qui s'investissent en Israël et sous tout ordre d'aspects. Une autre partie de la diaspora, par contre, embarrassée par les actions de riposte répétées d'Israël et par sa mise au banc de la communauté internationale et soucieuse de s'assimiler dans leur environnement respectif, va s'éloigner et se détourner d'Israël. Le taux d'assimilation va atteindre des taux records, évidemment, plus de 50 et parfois même 60%. L'effondrement de la natalité aussi dans ces communautés. Et à ce jour, pour vous donner une idée, est-ce que vous savez combien de Juifs ont eu l'occasion de visiter Israël, de Juifs de la diaspora? Est-ce que vous avez une idée? 1 tiers seulement. 2 tiers n'ont jamais visité Israël. Alors, pourtant, aujourd'hui, les problèmes ne sont pas très difficiles pour faire la grande visite d'Israël. Côté Israël, la négation de la Gola va être abandonnée. On ne va plus parler de Shlilat Hagalut. De fait, c'est dès 1971 que cette conception va disparaître des programmes scolaires, parce qu'elle était enseignée dans les programmes scolaires israéliens. Mieux encore, de plus en plus d'actions seront menées pour aider les communautés à survivre et pour les consolider. Israël va au contraire, on connaît l'envoi d'enseignants et de rabbins, mais ce qu'on connaît, il y a d'autres programmes que ça. Et notamment, il y a un programme relativement récent dans les dernières décennies, qui est celui de Taglit, qui, en coopération avec la fondation Bronfman, amène en Israël des adolescents et des jeunes adultes juifs pour leur faire découvrir le pays. Jusqu'à maintenant, ils en ont fait venir 50 000. C'est une goutte d'eau. 50 000. C'est bien, mais c'est une goutte d'eau. Oui, c'est déjà quelque chose. Mais quand on pense au nombre de juifs, de jeunes juifs, et encore là, bon, enfin ça, on en discutera peut-être si vous voulez. C'est aussi la période au cours de laquelle Israël va remplir plus que jamais sa fonction sioniste primordiale, celle de refuge pour les juifs menacés ou privés de droits et de liberté, ou simplement de juifs qui sont mal à l'aise dans les pays où ils vivent, comme ceux d'Éthiopie au milieu des années 80 et en 1991, comme ceux de l'ex-Union soviétique, avec une immigration de masse de plus d'1 million de juifs, et comme ceux de juifs de France dans les dernières années, dont certains ne s'y sentent plus en sécurité. C'est aussi l'époque où le gouvernement israélien se laisse aller à couvrir et à entériner de multiples actions de peuplement illégales, au regard du droit énoncé, pas seulement par le droit international, mais par la Haute Cour de justice d'Israël, à savoir qu'il est illégal de saisir des terres privées et d'exproprier des propriétaires pour y installer des points de peuplement, sauf si c'est pour des raisons de sécurité, et de toute façon seulement de manière temporaire. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est ce que la Haute Cour de justice dit. Tel est le contexte. Ça va, ça ira. Je termine, j'en ai plus qu'une page, tu vois. Tel est le contexte. De toute façon, je l'ai chronométré avant. Tel est le contexte de la célèbre décision de la Haute Cour de justice sur Elon Moré du 23 octobre 1979. À savoir que les raisons de sécurité invoquées par les autorités militaires n'étaient pas justifiées, qu'elles n'étaient qu'un prétexte pour saisir ces terres sous la pression de Gush Emunim et que ce point de peuplement devra être démantelé. De plus, le gouvernement israélien, au cours de cette période, est resté de plus en plus passif et impuissant sous les coups de boutoir de groupes nationalistes avatars, successeurs de Gush Emunim, qui refusent de se soumettre aux décisions du gouvernement, ne respectent pas le droit et qui recourent de plus en plus à la violence et au terrorisme. Même au terrorisme. Certains ont sans doute encore en mémoire les méfaits commis par la Machteret Hayoudit, le réseau clandestin juif, qui au début des années 80 avait pris pour cible les maires de 5 villes palestiniennes et projeté de faire sauter le dôme du Rocher. Et qui
les gens impliqués, une partie de ces gens étaient les gens de Gush Emunim, ce qui a finalement amené à sa dissolution. Il y a eu aussi, par la suite, des actions perpétrées contre les villageois palestiniens, se soldant par l'abattage d'arbres, notamment d'oliviers, et la destruction de récoltes, par de jeunes gens, dont on a fait mention tout à l'heure, nommés Noar Akvaot, et qui très longtemps sont restés impunis. Et il y a aussi eu les actions de type Tag Mechir. L'expression Tag Mechir apparaît pour la première fois en juillet 2008. Elle désigne des opérations de représailles contre la population civile palestinienne suite à des décisions de justice d'Israël prescrivant à l'armée de démanteler des points de peuplement illégaux. Parce qu'on s'oppose à cela, on tape sur les Palestiniens. Il en sera de même après la décision du gouvernement Netanyahou de fin 2009 de geler pour un temps la création de nouveaux points de peuplement en Judée et en Samarie. Ces mesures de représailles ont parfois pris la forme d'authentiques actions de terroristes contre la population afin de l'effrayer et de la faire partir. Certains se solderont de façon dramatique par des abominations du genre de l'incendie de la maison de la famille d'Awapche, du village d'Ouma, et son quasi-anéantissement. L'extrême gravité de la portée de tels actes pour l'avenir du sionisme et de l'État d'Israël est apparue pleinement dans les propos tenus dernièrement par le vice-président de la Knesset, Betzalel Smotrich, du parti Habayit HaYehudi. Je cite. « Afin de tuer dans l'œuf tout espoir national palestinien, il faut placer les Palestiniens devant trois possibilités. Émigrer, être réduit au stade de guerre toshav, c'est-à-dire résident étranger, ou s'opposer. S'ils choisissent de s'opposer, Tzahal saura quoi faire. » Fin de citation. Sauf que Tzahal, ça c'est moi qui parle maintenant, n'acceptera pas de le faire. La grande majorité de la jeunesse et de la société israélienne n'accepteront pas de ramener les habitants palestiniens de Judée et Samarie au statut de résidents étrangers ou de procéder à leur génocide. N'accepteront pas. Sinon, je reviens, madame. D'abord, je vais terminer et je répondrai à votre question ensuite. J'ai cité quelqu'un qui est vice-président de la Knesset et qui parle de manière très claire. C'est d'aujourd'hui, ce n'est pas d'il y a 100 ans. Sinon, si la société israélienne ne s'opposerait pas à cela, ce serait la démoralisation d'Israël, la ruine de sa force intérieure, qui ne peut subsister que dans le respect du droit et non pas dans l'injustice et le crime. Ce serait aussi, vous voyez, je n'ai pas invoqué du tout les questions de démographie, ce serait aussi la fin du sionisme et une rupture abyssale avec le reste du peuple juif en diaspora. Et la porte ouverte à des engrenages qui pourraient finalement porter atteinte à la fonction primordiale du sionisme d'être un refuge pour tous les juifs qui en ont besoin. Je vous remercie. En remerciant nos intervenants, et c'est vrai que même... Non, ça n'est pas terminé. Même si les interventions sont minutées, mais nos intervenants sont tellement partis dans leur sujet qu'on ne peut pas les interrompre à chaque fois. Et c'est pour ça que nous avons dépassé largement le temps qui nous était imparti. Maintenant, je vais laisser la parole à notre ami Yoel Sher. Il va y avoir quelques questions simplement. Je dirais qu'il y aura 3 questions au maximum et Yoel nous fera la gentillesse et la dure tâche de concrétiser un petit peu le temps de ces questions. Je vous remercie et ensuite nous passerons à la pause déjeuner. Alors, la pause déjeuner est prévue à 13h. Ah oui. Non. Alors, on va quand même prendre 1 ou 2 questions, et c'est très important. Et ensuite, nous passerons vraiment à la pause déjeuner, qui sera donc à 13h30. C'est reprise à 14h.
Cet après-midi. Alors on peut tout effectivement poser questions et répondre cet après-midi. Avec repris. Alors. On fait les questions-réponses en général cet après-midi. Au début de la matinée. Non, après la table ronde. Après la table ronde. Oui, il y a vraiment un moment très important de questions-réponses. Mais il y aura pas le temps. Il y aura le temps, Pascal. Si on reprend la deuxième partie de ce colloque à l'heure prévue, c'est-à-dire 14h15, si je ne m'abuse, je m'engage à titre personnel à réserver le temps qui a été proposé pour les questions-réponses du public, à le rallonger un petit peu de façon qu'on termine à l'heure, mais que vous ayez la possibilité aussi d'intervenir sur ce qui a été dit ce matin, puisque je comprends qu'un certain nombre des intervenants, par leur déclaration, ont suscité débat et questions. Donc, je me réfère à Jacqueline pour la décision de prendre la pause maintenant ou de laisser simplement Yoël faire une brève synthèse. C'est toi qui vois. Mais dans ce cas-là, on reprend de toute façon à 14h15. Début de la table ronde à 14h15, donc tout le monde assis et rassasié. Voilà, je pense que c'est une décision qui est très sage. Mais c'est une décision, mais je laisse quand même la parole à Yoël Cher qui va terminer la présentation et dire exactement ce qu'il pense de nos intervenants. Très rapidement. Non, je voudrais juste remercier Yohanan pour ce tableau très détaillé, très mis à jour de l'interaction entre ce qui se passe ici et les relations avec les communautés juives de la diaspora. Et il y a beaucoup de questions soulevées par les interventions que nous avons entendues ce matin. J'espère, Pascal, qu'il sera possible, après la table ronde, d'avoir une bonne demi-heure pour des questions et réponses. Ça, ce ne sera pas à chaud. Bon appétit. Pardon, vous serez à la foire du livre. Est-ce que non? Donc si on veut acheter le livre, On ne s'est même pas dit bon.